Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré à l'amélioration du parcours du patient, l'exemple de la maladie de Lyme. Alors Marc Brandstein, bonjour. Vous êtes médecin à Drancy, vous êtes spécialiste de cette maladie de Lyme et vous avez soigné de très nombreux patients qui étaient atteints de cette pathologie et vous y avez consacré des travaux de recherche. Vous êtes l'auteur de ce livre qui s'intitule Maladie de Lyme chronique, sortir de l'impasse, tout simplement parce que la maladie de Lyme qu'on va définir, elle existe sous deux formes. Une forme première qui serait non chronique et une forme chronique qui est mise en cause par une partie de la faculté. Ça veut dire que des médecins contestent le fait qu'il puisse y avoir forme chronique. Est-ce que vous pouvez nous définir de quoi il s'agit avec la maladie de Lyme? Alors, si on veut parler de la forme chronique? Non, de toutes les formes pour l'instant. Alors, la forme aiguë, c'est une contamination par des bactéries de la famille des borrélioses. Et c'est une contamination fréquemment transmise par les tiques. Qu'est-ce que c'est les tiques? Les tiques, c'est des petits insectes qui viennent s'accrocher et sucer le sang de leur hôte. Alors souvent, c'est des hôtes animaux. Et puis, de temps en temps... Les hôtes animaux, ça veut dire que ça va sur un cerf, un sanglier... un chien. Un chien. Et puis, de temps en temps, sur des êtres humains. Alors, de temps en temps, sur les êtres humains, les chiffres que vous avancez sont énormes. Officiellement, on parle de 20 à 30 000 malades par an. Et vous dites, non, c'est 150 000 par an. Vous n'exagérez pas un peu l'addition? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, c'est des chiffres qui reprennent les données allemandes avec des populations finalement comparables. Pourquoi il y a des données en Allemagne et qu'il n'y a pas de données en France? Alors ça, c'est un mystère. Je pense que c'est lié à l'approche que les médecins ont et à l'ouverture scientifique que les médecins ont en Allemagne et au fait qu'ils rapportent systématiquement les nouveaux cas de contamination. Alors cette maladie, Borrelia burgdorferi, puisque c'est le titre de la maladie la plus fréquente, c'est quelque chose comme une bombe chimique dangereuse à l'intérieur d'un corps, parce que ça peut affecter le système nerveux central et provoquer encéphalite, paralysie, et en plus, ça résiste aux antibiotiques. C'est bien ça? Alors c'est ça, mais c'est un peu schématique. Effectivement, il y a une partie d'atteinte du système nerveux qui est centrale ou périphérique. On peut avoir des sensations bizarres, des sensations de poignard, de coups, un petit peu partout, mais ça atteint surtout, avant tout, le système vasculaire, l'oxygénation des tissus. Ça va entraîner des syndromes de Raynaud, les doigts froids. Ça va entraîner parfois des atteintes des coronaires, voire des infarctus. Et puis des atteintes vasculaires d'emblée au niveau cérébral. Les gens sont fatigués, ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes également psycho-émotionnels. Parce que les échanges gazeux dans certains territoires du cerveau se font mal. Et notre cerveau fonctionne... Qu'est-ce que vous voulez dire par échange gazeux? L'oxygénation des tissus, tout simplement. Et puis, il y a des atteintes aussi des tendons ostéo-articulaires. Les gens ont des douleurs atroces, des destructions parfois des tendons ou des articulations. Et pour terminer, un certain nombre de ces patients, de ces malades, développent des maladies dites auto-immunes, c'est-à-dire où le corps va se retourner contre ses propres tissus, pour certaines raisons qui sont liées vraiment au type de bactéries auxquelles on a affaire. Alors donc c'est une bactérie, mais ce qui est intéressant, c'est que compte tenu disons, des aléas de ce que c'est la faculté à ce propos, c'est-à-dire les médecins à ce propos, on a, et vous décrivez dans votre livre, puisque nous allons parler du parcours du patient, on décrit dans le livre des parcours de patients absolument invraisemblables. Invraisemblables, c'est-à-dire complètement aléatoires, dépendant exclusivement des conditions dans lesquelles on a rencontré ou on n'a pas rencontré Marc Brandstein. Si on n'a pas rencontré Marc Brandstein, il y a peu de chances qu'on puisse trouver un traitement dans de bonnes conditions, surtout quand on a une maladie chronique. Et je dois dire que ce que vous racontent les patients dans ce livre, Maladie de Lyme chronique, c'est-à-dire la manière dont ils ont erré pour essayer de trouver une solution, ou au moins même un diagnostic à leur maladie, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça peut passer très longtemps avant que le premier médecin auquel on s'adresse ait même l'idée de la maladie de Lyme. Pourquoi ? C'est lié à la dichotomie qui existe aujourd'hui entre science et médecine. La science, en particulier dans le domaine de l'immunologie et de la biologie cellulaire, de la biochimie,
c'est très évolutif, c'est très rapide, et il faut être baigné dans ce bain de science pour arriver à comprendre les mécanismes. La médecine est, je pense, dotée d'une inertie à l'absorption de toutes ces données. Et puis, il y a le fait qu'on ne change pas de fusil d'épaule lorsqu'on a des habitudes à la fois diagnostiques et thérapeutiques. Et souvent, on va se contenter d'explications qui sont un peu moins scientifiques, mais qui, de façon quotidienne, vont permettre des prises en charge de telle ou telle pathologie. Le principe de la médecine, aujourd'hui, il repose sur le fait de freiner l'évolution ou d'arriver éventuellement à stopper, donc dans une forme de rémission, certaines pathologies. Quand on s'intéresse à l'immunologie et qu'on connaît un peu les mécanismes, l'idée et le principe, c'est d'enlever ou d'arrêter le moteur de ces maladies et ainsi de guérir au mieux les patients de la pathologie dont ils souffrent. Voilà, donc c'est un peu l'approche que j'ai eue lorsque j'ai commencé à me passionner pour l'immunologie et pour cette famille de pathogènes, devrait-on dire. Vous attribuez les aléas du parcours du patient à l'ignorance des médecins, à leur volonté de ne pas changer. Donc c'est les médecins qui sont responsables de ces parcours complètement aléatoires et complètement erratiques. Alors je ne peux pas incriminer mes confrères. Mais oui, mais c'est ce que vous faites dans votre livre, soyez franc. J'ai été opposé dans mes vues à beaucoup d'arbitraires avec un discours fort peu scientifique. Et ça m'a non seulement affecté d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que je pensais qu'on avait affaire à des débats scientifiques et non pas à des querelles de chapelle. On n'est plus à l'époque du Moyen-Âge où l'Inquisition a tout pouvoir. Je pense que le débat doit s'élever, le niveau du débat doit s'élever également, et on doit tenir compte des données de la science et des publications scientifiques internationales, et non pas franco-françaises. Alors je vais vous dire, Thibaut Valentin qui est ici et moi-même, nous avons adressé une demande de participation à un certain nombre de médecins, en leur suggérant de venir parler, y compris au professeur Perron qui a écrit un livre sur la maladie de Lyme, en lui disant venez, voilà, on lui a dit que vous seriez là de façon honnête, et tous ont répondu. Tous les médecins que nous avons contactés, spécialistes de la maladie de Lyme, ont répondu non, on ne discute pas avec Mark Brandstein, parce que Mark Brandstein, il nous a agressés, Mark Brandstein, il ne pense pas comme nous, et nous ne voulons pas confronter nos arguments aux siens. J'ai été sidéré, je crois que j'ai rarement vu dans ma profession, disons, un refus global des interlocuteurs possibles que vous pourriez avoir et qui ne seront pas dans cette émission, sauf exception, on le verra tout à l'heure, en face de vous. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes un farfelu ? Est-ce que ça veut dire que vous ne passez pas la rampe ? Est-ce que ça veut dire que vous agressez vos confrères de façon excessive ? Je ne sais pas, mais je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi on a tant de médecins qui vous sont opposés. Eh bien, comme j'ai dit, le débat scientifique est de très faible niveau. Donc, se confronter à ce type de débat n'est pas forcément très aisé pour un certain nombre de confrères qui restent dans un dogmatisme bien pensant, mais qui est fortement divisible à mon sens aux patients, aux malades que je reçois tous les jours. Et donc, effectivement, être confronté à Mark Brandstein, c'est se confronter aux malades. Et finalement, le système de santé repose sur l'idée de solidarité en France. C'est le contribuable qui finance ce système de santé. Et lorsque des éminences dans le domaine de la médecine captent l'attention générale et la confiance générale, on leur attribue finalement cette confiance de façon aveugle. Maintenant, si cette confiance n'est pas méritée et qu'on se retrouve piégé, je trouve que ça relève quand même un petit peu de la supercherie morale et intellectuelle. Alors pour être tout à fait honnête, je dois dire qu'il y a un chercheur au CNRS et il y a une série de chercheurs qui vont dans le même sens que vous, que j'ai contactés. Je ne voulais pas les avoir parce que ça aurait fait doublon. Pour être tout à fait honnête, je dois dire que les études américaines sur lesquelles j'ai tenté de jeter un œil vont dans le sens de ce que vous dites. Et je me suis dit, comment se fait-il que des études américaines ne traversent pas l'océan ?
Ça, je ne comprends pas. Étant donné que dans les études américaines, on dit qu'il peut y avoir un Lyme chronique et que le Lyme chronique se soigne par un mélange disons, d'une certaine diversité d'antibiotiques d'une part, et d'autre part d'éléments fongiques qu'on associe au traitement, je me dis, mais tous les médecins français devraient savoir ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ignorent les thérapeutiques américaines? Expliquez-moi. Alors d'abord, il y a la barrière de la langue. Moi, je suis franco-américain et plutôt anglophone. Et donc, comme je me suis énormément formé en immunologie de façon autodidacte, mais de façon très intense, quotidiennement depuis un certain nombre d'années, en biologie également, et puis surtout par ma pratique médicale, finalement, j'ai accès à ces lectures qui sont des lectures complexes. Et c'est des lectures de première main, c'est des publications scientifiques. Or, les médecins, en général, reçoivent les publications de professeurs, mais ce n'est pas des publications de première main. C'est difficile d'analyser avec un regard critique des publications et de dire, tiens, là, effectivement, c'est erroné, c'est juste, il y a un regard critique. Moi, petit journaliste, je l'ai fait. C'est-à-dire j'ai été chercher ces études américaines pour savoir si Mark Bronstein, disons, avait des gens de son côté, parce que sinon c'était farfelu. Et donc je les ai trouvés. Et j'ai constaté, par exemple, je vais prendre le test diagnostic, parce que c'est très intéressant. En France, on pratique un test diagnostic qui s'appelle ELISA, et éventuellement un deuxième test qui s'appelle Western blot. Et j'ai constaté dans ces tests diagnostiques que ces tests sont considérés comme totalement insuffisants de l'autre côté de l'Atlantique. Comment se fait-il que les médecins français continuent à ne pratiquer que ces tests pour savoir s'il y a maladie de Lyme ou non, et n'ont pas été voir les autres tests qu'utilise aujourd'hui la médecine américaine? Alors, il faut dire que tous les tests sérologiques, puisque là on parle de tests sérologiques, sont tous insuffisants. Parce qu'il y a toute une stratégie de la bactérie qui est de se cacher au cœur de nos cellules. En réalité, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire le retour sur les analyses de la pratique de ces tests, montre que le test ELISA a une validité de 24,7%. C'est-à-dire que si une dame enceinte de 6 mois venait me voir et que je lui faisais un test de grossesse, j'aurais 75% de chances de me tromper et je lui dirais, écoutez, vous êtes bien enceinte, mais le test nous révèle que vous n'êtes pas enceinte. Donc on est dans cette situation qui est un peu ubuesque, où finalement la littérature dite scientifique de très haut niveau a complètement échappé, peut-être volontairement, peut-être involontairement, à la lecture d'un grand nombre de praticiens de premier plan. C'est très choquant, mais je n'ai pas d'explication. Thibaut Valentin. Oui, Monsieur Bronstein, vous nous dites, en fait, pour reprendre un peu la réflexion d'Antoine Spire, qu'il y a un scandale, que les traitements sont inefficaces, les tests de dépistage, etc., etc. Mais d'ailleurs, vous dites un peu la même chose que Monsieur Perron, parce qu'il y a quand même une sorte d'harmonie dans votre discours. Et moi, j'aimerais quand même savoir d'où vient l'origine de ce scandale. C'est lié à quoi? Est-ce que c'est un problème de corruption au niveau de la Haute Autorité de Santé, du gouvernement? Est-ce que c'est une petite querelle de chapelle entre infectiologues et immunologues? D'où vient ça? Attendez, je voudrais juste rappeler que la Haute Autorité de Santé part de deux moments clés. 2006, où on dit qu'il n'y a pas de maladie de Lyme chronique, et ensuite 2018, avec une nouvelle analyse faite par la Haute Autorité de Santé, qui est mi-chef, mi-chou. Qui ne donne raison à personne et qui dit ben voilà, il y a deux manières de penser la maladie de Lyme. Il y a une maladie de Lyme immédiate et puis il y a une maladie de Lyme chronique. Donc ils disent qu'il y a une maladie de Lyme chronique, ce qui a rendu fou un certain nombre de médecins aujourd'hui, puisque eux, ils en sont même à nier l'existence de la maladie de Lyme. Alors là-dessus, j'ai pas de réflexion. Des enquêtes sont en cours. Il faut savoir qu'il y a des enquêtes judiciaires. Et que je ne suis pas du tout dans les secrets de l'instruction. Vous devez avoir une petite idée quand même. Alors, j'ai mes idées que je vais garder. Je n'incrimine absolument personne. Je pense que effectivement, il y a des habitudes de prescription. Il y a des enjeux économiques qui sont très lourds en la matière. Lorsque le professeur Miklosi, qui est une sommité aux États-Unis, publie sur Alzheimer qu'en 2007, 2011, 2015 et 2017, des cohortes d'anatomopathologie, c'est-à-dire de découpe de cerveau de patients
qui souffraient d'Alzheimer et que dans 90% des cas, on retrouve du Lyme et qu'on attribue ces lésions au Lyme, eh ben, on s'interroge sur la prise en charge actuelle. Pourquoi c'est pas considéré par la Haute Autorité de Santé qui quand même délivre des recommandations suivies par tous les médecins? Pourquoi? Ça c'est un mystère. Il y a un recours actuellement qui a été fait au Conseil d'État contre cette décision, mais sur des bases juridiques. Effectivement, je le révèle dans le livre, un certain nombre de médecins n'auraient pas dû figurer dans cette commission puisqu'ils avaient partie liée avec certains laboratoires. Donc l'indépendance nécessaire à avoir un discours purement scientifique en la matière était exclue. On verra la décision du Conseil d'État et puis on verra ensuite les décisions pénales qui s'en suivront, puisque je pense que le dossier sera transmis peut-être à une association comme Anticorps, fondée par des magistrats et des policiers. Marc Monstein, vous dénoncez en fait l'abandon de bataillons de patients qui se sentent renvoyés vers la psychiatrie, par exemple. On leur dit, mais finalement, votre maladie est une maladie psychiatrique. Le système immunitaire n'est pas le seul à se retourner contre les malades, écrivez-vous. C'est pas seulement le système immunitaire, c'est finalement le système médical. C'est le système médical qu'on finance à grands frais. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, 1 million de personnes souffrent d'Alzheimer, plus de 800 000 enfants souffrent de troubles envahissants du développement, et qu'on lit toutes les études qui sont corroborées par la pratique, parce que moi j'ai une pratique médicale, et effectivement on peut arrêter l'évolution et on améliore la condition des patients, leurs conditions cliniques, et parfois même on les guérit. On s'interroge. Est-ce que le système médical est volontairement aveugle? Est-ce qu'il a partie liée? Est-ce qu'il s'agit d'ignorance, tout simplement? Ou est-ce qu'il s'agit d'habitude de prescription? C'est autant de questions que des magistrats se poseront le moment venu. Alors j'étais très impressionné par cette patiente traitée aux USA, rentrée en France, et qui se heurte au refus de la médecine française et de la sécurité sociale de poursuivre les soins qu'elle avait engagés aux États-Unis, parce qu'on dit que la maladie chronique de Lyme qui avait été diagnostiquée aux États-Unis n'existe pas. On lui dit, vous n'êtes pas malade, enfin cette maladie chronique n'existe pas. J'ai été vraiment frappé, comment est-ce que, sachant même ce qu'était le diagnostic américain, des médecins français ont dit, mais non, tout ça n'existe pas, et l'ont renvoyé finalement chez elle à chercher d'autres parcours pour trouver enfin un médecin qui s'intéresse à elle. Alors, aux États-Unis, il y a deux écoles qui s'affrontent. Une première école qui est l'inspiratrice de la position idéologique française et qui se fonde sur 450 articles. Ces 450 articles dits scientifiques, c'est une maladie qui se guérit très facilement, mais finalement, c'est assez mal étayé d'un point de vue scientifique. L'autre, qui s'appelle ILADS, qui regroupe plus de 3500 médecins dans le monde aujourd'hui, qui est beaucoup plus scientifique et qui a analysé aussi bien des articles d'immunologie, de biochimie, de biologie cellulaire, de données scientifiques et statistiques, qui se fondent sur plus de 18 500 articles validés scientifiquement, qui vont finalement s'étendre de 1989 à 2019. Les points de vue français, pour moi, souffrent d'une petite légèreté scientifique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est mon point de vue. Bon, c'est un point de vue qui peut tout à fait se contester. Mais dans ma pratique quotidienne, je suis amené à recevoir des milliers de patients. Des milliers de patients. Vous dites des milliers de patients, qui se sont heurtés finalement à l'incapacité du système de les prendre en charge. Voilà, et surtout de les prendre en charge avec à la clé quand même une guérison. C'est-à-dire qu'on les laisse s'aggraver. Vous savez, dans une maladie, il y a 3 étapes. Il y a une étape asymptomatique, on ne ressent rien, et il n'y a aucun dommage. Et puis il y a une étape, on a plein de symptômes. Puis les symptômes vont aller croissant, et puis au bout d'un moment, on va vous parler de destruction tissulaire. On arrive à une étape finalement où, d'un point de vue somatique, il y a des dégâts au niveau du cerveau, au niveau des yeux, au niveau du cœur. Alors vous expliquez justement que les bactéries Borrelia, lorsqu'elles évoluent dans les tissus conjonctifs, se déplacent plus vite que les globules blancs qui sont censés les capturer. En conséquence, on a une situation où ces bactéries qui ne sont pas autonomes sur le plan énergétique sont finalement amenées à, au fond, pomper l'énergie du corps ailleurs, et donc finalement à
très gravement altérer l'équilibre d'ensemble du malade. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce que vous dites sur l'autisme. Vous dites au fond que beaucoup de formes d'autisme aujourd'hui, et c'est vrai que les diagnostics d'autisme ont été en croissant de façon absolument extraordinaire depuis une quinzaine d'années, et vous dites que ces autistes en nombre croissant sont dus à la maladie de Lyme. Alors, d'abord, je ne suis pas le seul à le clamer, mais je écoutez, peux franchement, pas... moi, c'est la première fois que je le lis. Non, c'est je publié, Brainsfield, tout ça, c'est très publié. Bourrascano, bon, il y a eu vous savez, beaucoup de publications aux États-Unis. C'est pas l'agent exclusif. Maintenant, il faut comprendre une chose. En 1970, on parlait de 5500 cas d'autisme en France. Aujourd'hui, on en est à 800 000. Oui. La génétique humaine, puisque c'est le cheval de bataille qui est financé par les pouvoirs publics aujourd'hui, d'un montant de 14 millions d'euros cette année, la génétique humaine, en 40 ans, elle n'a pas changé. Les conditions d'accouchement et les conditions de surveillance des grossesses en 70 étaient moins bons qu'aujourd'hui. On peut parler du fait qu'il y a moins de dommages néonataux que dans les années 70. D'autre part, il n'y a qu'un phénomène infectieux. Alors, l'attribuer aux borrélioses, effectivement, on retrouve des marqueurs. Dans la plupart des cas, on retrouve des marqueurs. Et puis surtout, une situation d'immunodépression et d'inflammation chronique. Lorsqu'on connaît l'immunologie et qu'on fait ces tests immunologiques chez les enfants, on s'aperçoit qu'il y a non seulement des marqueurs, mais une inflammation exclusivement due à des agents infectieux. Oui, pour quitter un peu la maladie de Lyme et voir un peu le parcours du patient dans sa globalité, est-ce qu'en France, on ne manque pas de spécialistes du diagnostic finalement, comme il en existe aux États-Unis? Est-ce qu'on ne manque pas par exemple, de secteurs hospitaliers qui seraient entièrement consacrés au diagnostic de maladies rares, chroniques? Alors, en fait, je pense qu'on n'en manque pas. Les gens sont très calés dans leur domaine, mais, oui, mais dans leur domaine... reste tout de même très cantonné à une approche qui, à mon sens, est un petit peu passéiste. Effectivement, je voulais dire, l'antiquité de la médecine n'est plus d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapprochement entre les scientifiques de haut niveau. Pour parler d'Alzheimer, le professeur Gaillet, qui est une figure des plus éminentes de la neuroimmunologie et qui dirige un des plus grands services de neuroimmunologie en France, celui de Strasbourg, qui est un service INSERM, dit dans un article de façon très claire et péremptoire que Alzheimer, c'est Lyme plus un virus. Il parle d'Epstein-Barr, il parle de virus herpétique. Bon. Mais dans tous les hôpitaux, il n'y a pas les plus grands spécialistes. Non, mais il faut écouter, et c'est ce que dit le professeur Gaillet. Il dit « Je suis interpellé par le fait que les scientifiques n'écoutent pas les scientifiques. » Est-ce qu'on a le même niveau de science que les scientifiques de très haut niveau, chez tous les scientifiques, et notamment chez les médecins? Non. Il faut savoir écouter ce que des scientifiques de très haut niveau nous apportent. Et il faut leur demander les explications qui vont avec. Donc c'est dommageable, parce que c'est des problèmes de santé publique. On a une explosion aujourd'hui de ces problèmes d'autisme, on a une explosion de ces problèmes d'Alzheimer, et ça change. Et surtout, ça sort du domaine de la spécialité. Ça rentre dans un domaine beaucoup plus global de la connaissance à la fois scientifique et médicale, et de la pratique médicale. Alors il y a une polymorphie des symptômes, hein. Vous y avez insisté, il y a plusieurs organes qui peuvent être affectés du fait de la maladie de Lyme, et vous montrez dans votre livre le lien qu'il y a entre la maladie de Lyme et plusieurs types de symptômes. Mais moi, je voudrais poser la question de l'histoire de la maladie de Lyme. Voilà, j'ai lu un livre de Madame Samitier, et qui est un livre très très étonnant, parce que c'est un livre qui nous raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont arrivés dans les camps d'extermination à isoler la maladie de Lyme. Et je voudrais avoir votre avis sur, en conséquence, les trouvailles qu'ils ont faites et le lien qu'il y a avec la situation absolument folle du point de vue du parcours du patient d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce que les systèmes de défense nationale qui ont travaillé après les nazis sur la maladie de Lyme, et il y en a, elle l'explique dans son livre, Marie-Pierre Samitier, ont empêché, au fond, qu'on domine totalement le sujet. Et en conséquence, est-ce que pour des raisons politiques, cette maladie est quelque chose qui est utilisé comme condition
d'une agression possible d'un pays sur l'autre et qu'un système de défense nationale de hauts pays développés utiliserait éventuellement en cas de conflit grave ce type de maladie pour les inoculer aux ennemis. Est-ce que vous pensez qu'il y a une explication politique qui tient le choc? Alors ça, je suis incapable d'y répondre, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, cette pathologie, et les pathologies induites en fait par cette famille de bactéries, coûtent cher à la société. Peut-être qu'il faut rappeler l'origine, si vous me permettez, peut-être qu'il faut rappeler l'origine du mot Lyme. Le mot Lyme, c'est une ville donc, du Connecticut. En 1975, il y a eu une étrange épidémie dans cette ville de Lyme, où on a eu au fond une épidémie qui a conduit à énormément de maladies de Lyme dans cette ville de Lyme. Mais c'était la forme aiguë de la maladie, qui touchait des adolescents et qui touchait les articulations avec un... Vous avez bien une idée pourquoi il y a eu ça? Pourquoi dans le mais il y avait un centre de recherche, Rikers Island, qui était à 2 pas de cette ville. Et on pense que finalement, ce centre de recherche qui a été désaffecté à un moment a été finalement le vecteur qui a pu disséminer dans cette ville de Haut-de-Lyme par probablement des rats qui partaient de Rikers Island et qui étaient porteurs de tiques. Éventuellement, bon, c'est des hypothèses, c'est des conjectures. Attendez, sans centre de recherche, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'ils cherchaient une réponse scientifique à la maladie ou est-ce qu'ils cherchaient quelque chose pour la manière dont se transmet cette maladie? Vous expliquez dans votre livre que cette maladie se transmet par le sperme et par le sang, exactement comme le sida. Les conclusions des recherches immunologiques qui ont été menées en collaboration avec Hans Issel, qui est le président de la Société française d'immunologie, et Hugues Gastkan, qui est maître de recherche au CNRS, c'est qu'il s'agit d'une maladie du système immunitaire et de la cellule. Et donc, effectivement, l'objet de Rikers Island n'était pas le bienfait de l'humanité, c'était un objet de destruction. Comme les Japonais ont expérimenté dans leur camp de concentration des travaux sur le typhus, voilà la remorque de Marie-Pierre Savitier. Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une pathologie qui était endogène dans les pays? On a retrouvé dans des squelettes, finalement, la présence de ces bactéries. Donc, j'ai aucune idée de la question. Concernant l'action politique, vous savez, on a très peur de Ebola. Cette année, il y a une publication remarquable de l'INSERM en immunologie qui a fait le tour de tous les aspects d'Ebola et qui nous donne des pistes thérapeutiques. Pour ça, ça a consacré les efforts et les travaux pendant 2-3 ans de 2 équipes INSERM de Marseille qui feraient un travail absolument remarquable. C'est un travail qui a été financé. Je m'étonne quand même que le gouvernement, après surtout les lectures de mon livre, qui explique en long, en large, en travers quelles en sont les implications et les modalités pathologiques, finalement, ne prennent pas le mors aux dents et disent, voilà, on peut consacrer un budget décent. Alors, c'est autant de mystères qui m'échappent, dont seule la justice, éventuellement, aura le fin mot, en fait. Merci Marc Brandstein. Alors, eh bien justement, prenez le temps de lire le livre de Marc Brandstein, Maladie de Lyme chronique, sortir de l'impasse. Tous ceux qui se posent des questions par rapport à cette maladie apprendront des choses, des découvertes scientifiques inédites et un espoir pour les malades. C'est aux éditions Le Passeur. Merci. Améliorer le parcours du patient. L'exemple de la maladie de Lyme, deuxième partie, sur le grill. Face à face, Mathias Lacoste. Bonsoir Mathias Lacoste. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Le Droit de Guérir. Vous avez été atteint de la maladie de Lyme et vous avez été en errance médicale pendant plus de 10 ans. Vous êtes père de 2 enfants et vous avez consacré une grande part de votre vie, on peut le dire, depuis cette maladie qui vous est tombée sur le coin de la figure, à essayer de lutter contre cette maladie. En face de vous, le docteur Patrick Erard. Docteur Patrick Erard, vous êtes un médecin gastro-entérologue à l'origine, et puis vous vous êtes intéressé à l'industrie pharmaceutique. Vous avez créé en France Fujisawa,
un groupe japonais, et vous êtes devenu le directeur général en France de ce laboratoire pharmaceutique, et vous avez été à la tête d'un groupe pharmaceutique japonais, président des industries du médicament de 2013 à 2018, et puis ensuite, aujourd'hui, vous présidez la commission innovation du MEDEF, et vous avez publié ce livre, Une belle promenade de santé, comprendre la santé aujourd'hui et demain, qui m'est tombé sous les yeux, un peu par hasard, et qui a fait que je vous ai invité pour dialoguer avec notre ami. Mais avant que ce dialogue n'ait lieu, je voudrais que vous me disiez, vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a raconté Mark Brandstein, et comment vous évaluez l'incapacité du système à organiser le parcours des patients lorsqu'ils sont atteints de cette maladie? Alors d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste de cette maladie. Donc, je sais. La médecine est une science d'humilité. Hein, et donc, j'ai pour règle de parler de ce que je connais. Et je m'abstiens de faire des critiques ou de challenger des idées sur des sujets que je connais mal. Moi, j'ai été d'abord curieux d'écouter sa thèse, visiblement, d'après ce que j'ai compris, un peu isolé. Non, pas isolé, pas isolé. Il y a des un chercheurs. peu isolé dans le pas l'échelle internationale français. Français, c'est ce que j'ai compris, en tout cas de vos commentaires tout à l'heure. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, finalement, il y avait cette dichotomie entre un monde qui se veut être empreint de certitude. Ça n'existe pas, ça existe peut-être, ça existe au début, pas dans la forme chronique. Et puis un homme qui s'y intéresse et qui vient développer une thèse tout à fait différente, qui s'appuie sur visiblement un certain nombre de publications. Moi, ça m'a laissé un sentiment un peu désagréable, qui est d'abord que ce monde de la science, ce monde de la médecine, mais on retrouve un peu là les traces de Molière, c'est un monde de discorde, finalement. C'est un monde dans lequel les gens ont du mal à se rassembler autour de travaux communs pour établir un consensus et une synthèse de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas. Et puis la médecine est un monde dans lequel, hélas, je le regrette trop souvent, les femmes et les hommes qui l'exercent ont du mal à dire « je ne sais pas ». Or, le fait de ne pas savoir n'est pas un constat d'échec pour moi. C'est d'abord une leçon d'humilité et on a le droit de dire à un malade « je ne sais pas, je ne suis pas sûr ». Et je pense que souvent on gagnerait à dire aux patients « je ne suis pas certain ». D'abord parce que ça permet de réfléchir ensemble, ça permet d'être plus à l'écoute. Et je trouve que la première chose qui doit être faite devant des maladies qui sont des maladies sur lesquelles beaucoup d'interrogations persistent et subsistent, c'est d'abord de faire en sorte qu'on ne lâche pas prise par rapport au contact avec les patients et qu'on soit toujours à l'écoute de ce qu'ils ont, y compris même si on ne comprend pas toujours l'évolution de la symptomatologie. Donc, moi, je suis resté dans votre livre, oui. Vous parlez d'autres pathologies multifonctionnelles. Absolument. Et vous parlez de nomadisme médical. Absolument. Et vous dites qu'en face de ces pathologies multifonctionnelles, il y a du nomadisme oui. médical. Et j'ai lu, par exemple, sous votre plume, qu'une colopathie fonctionnelle crée un nomadisme. Et ça, c'est votre spécialité, là, une colopathie fonctionnelle. Et qu'en fait, la nature de l'information est telle que c'est très difficile de limiter les erreurs. C'est ce que vous dites. Exactement. C'est tout à fait un très bon exemple que vous prenez là. C'était lorsque j'étais gastro-entérologue praticien à l'hôpital. J'avais dans ma clientèle beaucoup de patients qui avaient des colopathies fonctionnelles. À l'époque, je me souviens, on était dans les années 80, c'était un peu la même façon de voir les écoles s'opposer. Il y avait une école de médecine qui disait c'est une maladie fonctionnelle, de gens qui ont un petit problème psychologique, qui sont des gens qui ont mal au bide, parce qu'ils sont des anxieux. Voilà, ce sont des anxieux, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de substratum physiologique derrière tout ça. Depuis, les recherches ont progressé et beaucoup de gens ont travaillé sur la colopathie fonctionnelle. On en sait un peu plus. On ne sait pas tout, mais on en sait un peu plus. En tout cas, une chose est certaine aujourd'hui, c'est qu'une partie de la symptomatologie des côlons irritables, ce qu'on appelle les côlons irritables, vient indéniablement d'anomalies de transmission de neuromédiateurs, c'est-à-dire de ces petites molécules qui traversent les nerfs et qui transmettent des informations de nerf en nerf. Et on sait qu'il y a des anomalies qui sont les mêmes d'ailleurs que celles que l'on trouve dans certains troubles anxieux ou psychologiques au niveau du cerveau. Eh bien, l'intestin étant le deuxième cerveau de l'être humain, eh bien, il prend, si je puis dire, les informations de la même façon et il se comporte, y compris de façon pathologique, de la même façon. Et donc on sait aujourd'hui que ça n'est pas une vue de l'esprit, la colopathie fonctionnelle. Donc il y a fort à parier que les patients
qui se plaignent d'une chronicisation de la maladie de Lyme n'inventent pas leurs symptômes. J'avais un maître, on appelait ça un maître de mon temps en médecine, qui était le professeur Bernier, qui était un homme extraordinaire, un gastro-entérologue de grand renom, qui disait toujours ceci pendant sa visite. J'étais tout jeune, externe. Il me tapait sur l'épaule, il me disait « Erard, retenez au moins une chose, il faut toujours écouter les malades. » Et j'aime bien cette idée-là, c'est que d'abord, il faut écouter les malades. Parce que les malades, alors justement, on va écouter Mathias Lacoste. Alors voilà, Mathias Lacoste, vous êtes malade depuis plus de 10 ans, donc de cette maladie de Lyme, et ça a été l'errance médicale. Expliquez-moi de quelle façon. Alors moi, mes premiers symptômes, ils ont commencé, j'avais 8 ans à peu près. J'ai eu des douleurs articulaires qui ont été mis sur le compte de la croissance à l'époque. Et puis après, j'ai repris ma vie normalement, j'ai continué. Et vers l'âge de 18 ans, on m'a diagnostiqué une mononucléose infectieuse, donc, qui s'est guérie par le repos. Et je suis reparti dans la vie active. À l'époque, j'étais pâtissier. Et puis après, un peu plus tard, j'avais des douleurs de plus en plus invalidantes, à un point que je pouvais quasiment plus marcher. Donc j'ai consulté des médecins qui à l'époque m'ont dit « Monsieur Lacoste, vous avez une spondylarthrite ankylosante ». Ok, très bien, HLA-B27 positif, donc c'est un gène. Et donc j'ai commencé à me traiter, donc d'abord par des anti-inflammatoires, une molécule, 2 molécules, 3 molécules, et puis voyons que ça ne s'améliorait pas plus que ça et que ça me posait énormément de problèmes en parallèle. On m'a proposé les anti-TNF-alpha, donc c'est des espèces de mini-chimiothérapie à faible dose. Et puis là, pareil, une molécule, 2 molécules, etc. J'en ai dû en faire à peu près 5. Et plus j'avançais, plus mon état de santé se dégradait en fait. À un tel point qu'on commençait à me parler d'autres diagnostics. On envisageait une fibromyalgie, une sclérose en plaques, voilà, les médecins ne savaient pas bien. Et puis j'ai fini par dire stop en fait à tout ça, à dire aux médecins mais en fait vous savez pas ce que vous faites quoi. Vous me soignez depuis toutes ces années, puis finalement mon état il fait que se dégrader quoi. Et à partir de là, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui soignait autrement, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Sur Nîmes, et qui lui a regardé tout mon dossier pendant à peu près 1h30, 2 heures. C'est la première fois qu'on regardait mon dossier depuis plus de 10 ans. Et puis à la fin, il me regarde et puis il me dit pour moi, vous n'avez pas de spondylarthrite ankylosante, vous n'avez pas de sclérose en plaques, vous n'avez pas de fibromyalgie. Pour moi, vous avez une maladie de Lyme. Alors, je lui dis mais une maladie de Lyme, je dis c'est quoi déjà, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Il me dit voilà, c'est transmis par morsure de tique, mais pas seulement. Et je vais vous faire des tests de dépistage et à partir de là, voilà, on verra ce qu'on fait. Alors il m'avait prévenu tout de suite, il m'avait dit les tests de dépistage peuvent revenir négatifs, mais c'est pas parce que ces tests de dépistage sont négatifs que vous n'avez pas de maladie de Lyme chronique. Je fais faire ces tests arrivent et ils arrivent effectivement négatifs. Donc moi tout content, je vais le voir et je lui dis écoutez, regardez, hein, j'ai pas la maladie de Lyme, ils sont négatifs. Et il me dit si, vous avez la maladie de Lyme parce que regardez, on les a fait faire dans un laboratoire spécifique et on voit bien qu'il y a des bandes qui prouvent qu'il y a eu un contact avec cette bactérie et donc que vous avez une forme chronique de la maladie de Lyme et c'est la conséquence des maux dont vous souffrez aujourd'hui. Voilà. Et à partir de là, on a commencé à soigner cette fameuse maladie de Lyme. Et là, vous avez fondé donc cette association. Pourquoi vous avez fondé une association nouvelle? Il en existait déjà, non? Alors en fait, dans mon parcours de soins, à un moment donné, j'ai été bloqué. Je ne pouvais plus me soigner parce qu'un médecin conseil a décidé que je n'avais pas de maladie de Lyme. Il m'a dit vous êtes reconnu pour une spondylarthrite ankylosante. Pour moi, vous n'avez pas de maladie de Lyme. Donc, pour moi, vous êtes tout à fait en état d'aller travailler. Vous devez reprendre votre job. Donc à partir de là, j'ai dit non, moi il faut que je continue à me soigner, je veux guérir quoi. Et donc j'ai attaqué une grève de la faim le 18 juin 2016 pour à la fois lancer l'alerte en France et puis pour ma situation personnelle. Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui? Oui, mon état s'améliore petit à petit, c'est très long. Grâce à qui? Grâce aux médecins qui se cachent aujourd'hui en France pour me soigner. Ils se cachent pour nous soigner? Pour nous soigner, oui bien sûr. Ouais. C'est très compliqué, ouais. Alors moi, ma situation personnelle est encore plus compliquée, puisque je lance l'alerte en France, et donc on ne me fait absolument pas de cadeau. Aujourd'hui, je ne suis plus suivi par le corps médical, aucun médecin ne veut me prendre en charge, donc je suis en automédication. Comment ça se fait quand un médecin veut vous prendre en charge, je ne comprends pas?
Aucun médecin veut me prendre en charge parce que je suis marqué au fer rouge par en l'occurrence la MSA, avec qui je suis la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole, avec qui je suis en procès donc déjà depuis 2016. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rembourser les Parce frais? qu'ils ont suspendu mes indemnités journalières, parce qu'ils considèrent que je ne suis pas malade. Alors il faut dire que vous avez fait beaucoup, parce que vous avez fait un procès à France Roblot, chef du service des maladies infectieuses de Poitiers, qui avait dit que c'était insupportable qu'on qualifie la maladie de Lyme de maladie chronique. Donc elle pensait que la maladie de Lyme chronique, ça n'existait pas. Vous étiez l'exemple vivant que ça pouvait éventuellement exister si on acceptait de dire que vous aviez la maladie de Lyme. Et vous avez dit que compte tenu de son attitude, que son attitude était insupportable, et vous avez été condamné à une amende avec sursis pour injure. Oui, je l'ai traité de monstre. Vous l'avez traité de monstre, oui, parce que ça vous affectait évidemment, puisqu'on ne voulait pas reconnaître votre maladie. Ouais, alors j'ai réagi à chaud. Il y a un article qui est sorti dans la Nouvelle République disant que la forme chronique de la maladie de Lyme n'existait pas, et puis s'appuyant sur une étude qui a été réalisée par le professeur Eric Combe, qui est une étude qui ne tient absolument pas debout. Elle a été réalisée dans des conditions très particulières. Donc à chaud, j'ai pris ma caméra et puis voilà, je l'ai traité de monstre. Voilà, cette vidéo depuis a été retirée des réseaux sociaux sur le demande du procureur, et donc oui, j'ai été jugé pour ça et reconnu coupable. Et alors, à propos du plan anti-Lyme, devant l'établissement français du sang, vous avez été faire une manifestation, puisqu'on a dit que ça se transmettait par le sang, oui, et par les conditions dans lesquelles on donnait du sang à un autre malade, et vous avez aspergé les murs de l'établissement français du sang de liquide rouge, un peu au fond comme toutes les manifestations qu'il y a eu au moment où un certain nombre de malades voulaient faire reconnaître tel ou tel aspect du sida. On est face à la même problématique. Donc on réagit, l'histoire se répète en fait. L'histoire se répète. On est face au même problème. Est-ce que vous êtes nombreux dans cette association? Dites-moi la vérité. On est plus de 3000 adhérents, oui. Qui sont donc atteints ou qui sont de familles de patients atteints de la maladie de Lyme? La plupart sont atteints, oui, bien sûr. De la maladie de Lyme chronique? Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Erard? D'abord, je pense qu'on ne gagne rien à régler tout ça dans une forme de violence, quelle qu'elle soit verbale. Parce que vous savez, quelquefois, c'est de très bons coups pour essayer d'attirer l'attention d'un système qui ne veut absolument pas se critiquer. Donc de dire qu'il ne faut pas être violent, c'est pas ma philosophie. Ça ne nous fait pas avancer. Non, moi, ce n'est pas ma philosophie. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est d'abord... qui me préoccupe, c'est de savoir comment on met en place dans ce pays, et de façon générale en Europe et dans tous les pays occidentaux, un partage de la donnée de telle sorte qu'on améliore la connaissance. Parce que je pense que d'un point de vue scientifique comme d'un point de vue philosophique, les solutions se trouvent dans l'amélioration de la connaissance. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est que l'on peut, grâce au numérique, grâce à un certain nombre d'éléments qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle, on peut partager de la donnée, on peut partager de la donnée collectée, de la donnée individuelle agrégée, et on peut partager également de la donnée scientifique au sens étude, au sens expérimental du terme. Le partage de la donnée aujourd'hui est très insuffisant. Les lois évoluent de façon maigrelette. Je dis souvent, y compris dans les instances que je préside, qu'aux États-Unis, ils ont les GAFA, en France, on a la CNIL. Ça donne bien un peu le décalage qu'il y a entre la culture française, qui est une culture qui se veut protectrice, mais qui en même temps bride, quelque part, de mon point de vue, le développement de la connaissance et du partage du savoir, parce que l'on ne veut pas mettre en place les éléments qui permettent le partage de la donnée. On parlait du parcours de soins, et je pense qu'on va y venir, mais avant de parler du parcours de soins, avant de parler de l'errance de M. Lacoste, qui est caricaturale, si je puis dire, des situations dans lesquelles on ne sait pas, dans lesquelles on est perdu, on est seul avec ses symptômes, sans diagnostic, ce qu'il décrit est tout à fait classique. La première chose qu'il faut développer dans ce pays, c'est un moyen simple, qui existe déjà, c'est le dossier médical partagé, de permettre à chaque patient de collecter l'ensemble des examens, des investigations qu'il a reçues sur un seul et unique document numérique. De la sorte qu'on évite déjà de refaire des choses qui ont déjà été faites. D'accord. Ben, oui, mais c'est important, parce que cette traçabilité des choses, du parcours de soins,
permet déjà d'en éviter une partie de l'errance. Et ensuite, la deuxième solution se trouve dans le partage des données, puisque le partage des données donne de la puissance à la connaissance. Or, faire la lumière sur la maladie de Lyme, ou faire la lumière sur d'autres pathologies pour lesquelles on ne sait pas grand-chose, ça passe d'abord par le partage des données. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est bloquée par les lobbies. Quel lobby ? Notamment les lobbies pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique. Derrière cette maladie de Lyme, il y a, comme l'a expliqué Marc Brandstein, il y a une multitude de pathologies. Très concrètement, nous, dans notre association, tous les jours, on voit des gens qui arrivent, qui ont reçu des diagnostics de spondylarthrite ankylosante, de fibromyalgie, de sclérose en plaques, etc. Et systématiquement, alors si c'était une fois sur deux, je veux bien, mais c'est systématique. Hein. C'est-à-dire que tous ces gens-là, une fois qu'ils recherchent la maladie de Lyme, on s'aperçoit qu'ils ont une maladie de Lyme, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un lobby de l'industrie pharmaceutique qui empêcherait ça? C'est sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Parce qu'il y a tout un système de soins qui aujourd'hui est en place. Il y a tout un système économique qui s'est lié aux autres pathologies. Vous bien sûr. Lié aux autres pathologies pour lesquelles les laboratoires ont des médicaments. Soigner une maladie de Lyme, par exemple, dans une phase primaire, ça coûte aux contribuables 2 000 € par an. Et après, le patient est guéri. Une forme chronique de la maladie de Lyme, par exemple une polyarthrite rhumatoïde, coûte aux contribuables 80 000 € par an. Je ne vous suis pas, je suis désolé, je vous ai Les perdu. laboratoires pharmaceutiques qui ont intérêt à soigner telle ou telle maladie qui n'est pas la maladie de Lyme et à laquelle on attribue la situation difficile, ne veulent pas qu'on aille à l'origine du symptôme. L'origine du symptôme, c'est la maladie de Lyme. Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui consulte les patients? Ben non, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a quelquefois quelques intérêts communs entre les industries pharmaceutiques et les experts, par exemple. Les experts. Je vais vous dire, alors voilà, on y arrive, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays où il faut absolument dès qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait un coupable. Hein, depuis la Révolution française, il faut trancher la tête à quelqu'un. Dès qu'il y a un problème, il y a un complot. Dès qu'il y a un complot, il y a une affaire. Et dès qu'il y a une affaire, il y a un coupable. Moi, je n'aime pas cette idée que vous puissiez, d'un côté, légitimement faire tout ce que vous pouvez faire avec votre association et un certain nombre de patients qui sont adhérents à votre association pour faire la lumière sur une pathologie dont vous êtes atteint. Et je suis d'accord que c'est encore une fois absolument nécessaire et votre rôle est essentiel là-dessus. Mais je pense que, et je le dis dans mon livre, il y a une frontière très claire entre cette action-là, qui est louable pour moi, et ce que j'appellerais quelque chose qui frise le militantisme. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, c'est d'essayer de trouver... Oh là là, voilà le diable. C'est le militantisme. C'est de trouver voilà un le complot, diable. Trouver un complot mais ça, c'est là où il n'y en vraiment a pas. Pourquoi voulez-vous que l'industrie pharmaceutique ait un rôle aussi pervers et aussi stupide dans défendre des intérêts d'une maladie plus que d'une autre? Enfin, c'est tout ça. Parce qu'ils ont les médicaments pour soigner cette maladie et qu'ils ne savent pas comment on va soigner la maladie. Je peux vous assurer, pour avoir dirigé cette organisation professionnelle pendant 5 ans, que ce que les gens imaginent, on vous écoute avec intérêt, défendre des laboratoires pharmaceutiques. Le lobby de l'industrie pharmaceutique bien sûr, est fantasmagorique, totalement fantasmagorique. C'est formidable. Mais moi, je suis très content que quelqu'un qui représente le laboratoire pharmaceutique défende le laboratoire pharmaceutique. C'est tout à fait normal dans ce pays, comme vous avez dit tout à l'heure. Je défends d'abord une forme de réalité qui est que, heureusement, on vit dans un pays où on ne fait pas n'importe quoi. On vit dans un pays où on ne vous baladez pas comme ça dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou je ne sais où pour fendre tel ou tel député ou tel politique pour défendre des intérêts. Heureusement, on vit dans un pays à peu près, je dirais. Il n'empêche que le professeur Erard, dans un livre très intéressant qui s'appelle Une belle promenade de santé, si vous le rencontrez, vous lui direz de ma part, 60% de Français sont satisfaits de leur système de santé, 60%, mais seulement 31% de Français considèrent que les actes de santé ne prennent pas en compte suffisamment. 31% prennent en compte la situation de chacun. 31% de Français considèrent mais ça n'a rien à voir avec le lobby de l'industrie pharmaceutique. Donc lui-même est le reflet d'une statistique où il dit qu'il y a près de 70% des Français qui disent on ne sait pas prendre la situation en compte de chaque individu. C'est ce que vous citez dans votre livre. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le lobby de l'industrie pharmaceutique. C'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, qui c'est qui pilote la santé quand même? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions. Quoi. Les experts, ils sont... C'est l'ensemble d'acteurs, On le voit. Donc, par exemple, politique, pour prendre un exemple très concret, la Haute Autorité de Santé donc, a déposé des recommandations en 2018 par rapport à la maladie de Lyme. Les experts qui ont constitué les groupes de travail,
Ils sont tous arrosés par des labos à des hauteurs. Mais Arrosés, mais qu'est-ce que vous... Ils sont stipendiés, ils touchent de l'argent des labos. Ils font des études cliniques pour lesquelles, d'abord, ils sont oui, rémunérés. non, mais sauf qu'il y a quand même des... Comme n'importe quel investigateur. C'est quand même encadré, tout ça. Il y a quand même des DPI, etc. Mais tout est encadré, oui, compris... mais tout n'a pas été déclaré, en plus. Donc tout n'est pas déclaré. Ah, mais c'est bien sûr, si. Nous, mais si, on a ça a enquêté été dessus, vous rendu verrez. public. Écoutez, il y a en France une loi sur la transparence des liens entre justement, les c'est même pas médecins respecté. et les industries privées, pas seulement pharmaceutiques, les industries privées. Cette loi, elle est appliquée. Vous pouvez Pas aller toujours. sur le site. Écoutez, si Elle n'est pas toujours appliquée. au niveau de la NSM comme de l'HAS, les médecins qui sont appelés comme experts doivent remplir les exemplaires. Tout à fait, Oui, vous avez raison. non, Et quand sans- ils ne le remplissent pas, qu'est-ce qui se passe? La haute autorité qui peut contrôler les liens d'intérêt Qui a la peut, possibilité. mais qui ne contrôle pas toujours. Moi, je ne suis pas la HAS, ni la NSM. Mais il y a un site qui est un site à gouvernemental, fait. vous le savez, bien sûr, on l'a qui consulté. permet de vérifier quels sont les éventuels liens qu'il peut y avoir financiers qu'il peut y avoir entre des experts et l'industrie du médicament. Et d'autre part, il est tout à fait normal que les spécialistes de certaines pathologies fassent des protocoles d'essais cliniques sur des nouvelles drogues, sur des nouvelles molécules, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas de recherche. la Et tout santé- comme il est tout à fait normal que ces gens, ou ces services, parce que ce n'est pas les médecins eux-mêmes souvent qui sont rémunérés, c'est les services et les hôpitaux soient rémunérés pour ces études. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, la seule il est- chose non, mais qui... il est que- Je termine juste là-dessus. La seule chose sur laquelle je suis parfaitement d'accord, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a été lié au développement d'une molécule en particulier, il doit se déporter dès lors qu'il est appelé comme expert sur D'accord. la classe pharmacologique Monsieur Lacoste. laquelle il Non, est mais expert. là, je crois que la santé, c'est un bien commun, quoi. Oui, Donc, c'est bien public. sûr, bien Donc, sûr. je vois pas pourquoi. On a un gros problème de structure à la base. C'est-à-dire qu'il y a du privé au milieu de tout ça. Donc, il y a alors des intérêts économiques derrière. Il y a des actionnaires. Vous Il y voulez a une des médecine gens qui. comment alors? Vous voulez une médecine comment? Je veux une Donc, médecine- Plus de médecins généralistes, plus de médecins spécialistes rien à voir libéraux, avec ça. Ça n'a rien à voir avec plus ça. d'industrie Non. pharmaceutique. Non, Attendez, laissez-le parler. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on veut, c'est une médecine déjà humaine et une médecine publique qui appartient au peuple.